aujourd'hui, il y a aussi un autre phénomène qui est très important et très grave. Ce sont des attaques israéliennes dans le sud de la Syrie Oui. et donc à Konetra et sur les frontières jordaniennes. D'ailleurs, Tom, vous aviez des informations importantes à donner là-dessus, avec Oui, le camp qui se trouve donc à côté d'El-Tanf et sur les frontières jordaniennes, absolument. mais aussi, voilà, donc je vous laisse le dire. Alors, Donner. je vais poursuivre juste un petit peu par rapport aux agressions israéliennes. Effectivement, à Quneitra, il y a eu un attentat à la voiture piégée, provoqué par le front Al-Nosra, qui a fait apparemment au moins 9 morts et plusieurs dizaines de blessés. Alors, comme c'est en pleine bataille entre l'armée syrienne et les terroristes, l'armée peut pas intervenir pour essayer d'évacuer les blessés de là où ils sont, puisque ils sont en pleine bataille. Il faut noter que Israël a par 2 fois ce dernier mois attaqué la Syrie, hein, en sachant qu'il y a eu un cas où apparemment un F-35 aurait été touché soi-disant par un oiseau, hein, sachant que quand même ces avions-là, quand ils commencent à voler, c'est qu'ils ont été testés avec des oiseaux en général, hein, donc ça veut dire que le missile que les forces anti-aériennes syriennes a tiré a visiblement eu un effet assez dévastateur sur cet avion. Mais ça n'a pas empêché l'armée israélienne de recommencer à bombarder dans le gouvernement de Homs, apparemment une usine de cuivre, soi-disant interprétée par les Israéliens comme une usine de production de missiles. Enfin, il n'y a pas de confirmation, mais on sait par contre qu'effectivement, encore une fois, les forces aériennes israéliennes ont violé l'espace aérien libanais, hein, c'est coutume, hein, pour aller bombarder la Syrie. Et puis, effectivement, le cas d'Altenf, hein, puisqu'il existe à côté d'Altenf, Altenf, il faut rappeler géographiquement où ça se trouve, hein, c'est pas très très loin d'un croisement de 3 pays, donc c'est les frontières entre l'Irak, la Jordanie et la Syrie, c'est là où elles se croisent, donc à proximité il y a la ville d'Altenf, en Syrie, et à côté d'Altenf, il y a un camp qui s'appelle Rukban, pardon. Et ce camp a été l'objet ces derniers temps de quelque chose de particulier, puisque une partie des terroristes qui avaient été évacués du Kalamoun s'y sont retrouvés. Apparemment, il y a eu une bataille entre terroristes sur fond d'inégalité de salaire, hein, versés par les Américains. Et ils n'ont pas fait dans la dentelle ces terroristes-là, puisque en tirant, ils ont tué et blessé en fait des civils présents dans le camp qui se trouve à côté, le camp de réfugiés, que les Russes d'ailleurs accusent les Américains d'empêcher l'arrivée de convois humanitaires. Hein. Et donc les morts, bon, ils sont morts, hein, malheureusement, mais les blessés, apparemment, d'après les témoignages, n'auraient reçu aucun soin de la part des Américains qui sont à proximité. C'est dire à quel point ils utilisent apparemment ces civils-là comme boucliers humains pour protéger leur base militaire illégale à côté d'Altenf. Alors en fait, non seulement ils les utilisent comme boucliers humains, mais ils les utilisent aussi comme vivier de combattants, puisqu'il y a un recrutement forcé parmi les gens de ces camps par les Américains pour les entraîner et les transformer en terroristes de Daesh. Donc ils les enrôlent dans les rangs de Daesh. Donc non seulement effectivement il les aide pas, mais il les transforme en bûches de leur bataille ou des batailles qu'ils décident eux-mêmes. Voilà. Donc, effectivement. Alors, pour en revenir à Konetra, il est important quand même de voir qu'il y a eu ces attaques israéliennes. Je crois qu'il n'est plus approuvé la connivence entre les Israéliens et les terroristes de Jabhat al-Nusra, puisque en plus aussi aujourd'hui Jabhat al-Nusra tire des missiles
soi-disant vers Israël, à chaque fois que Israël leur demande pour avoir un prétexte pour attaquer la Syrie. C'est ça. Oui. Voilà. Ouais. Donc là aussi, c'est une connivence dans la bataille, pas seulement une connivence, mais une convergence d'objectifs et un travail en commun qui est mené de pair par eux. Oui. Voilà. Donc, dernier point pour en revenir quand même. Je voudrais revenir au front nord, là, qui est du côté d'Idlib, où la Turquie est rentrée avec des chars et des blindés et puis des forces armées qu'ils appellent armée syrienne libre, hein, c'est ça? Oui. Donc, ils appellent armée syrienne libre, mais c'est rien d'autre que l'armée turque, hein, qui avance jusqu'à Idlib et qui aide clairement Al-Nusra pour s'en sortir. Déjà, ils aident Al-Nusra contre les autres factions terroristes. Donc, et puis, l'armée, elle est rentrée de connivence avec Al-Nusra. Et clairement, donc, la Turquie, non seulement elle viole la souveraineté syrienne, elle viole l'intégrité territoriale syrienne, elle viole la charte de l'ONU, elle viole les accords d'Astana 6 dans lesquels la Turquie devait jouer un rôle de garant des terroristes, donc qui au contraire donc contribue à l'abaissement des tensions. Je rappelle que Idlib est une des zones d'abaissement des violences et donc il devait contribuer au contraire à retirer les armes des terroristes et puis à abaisser la violence et abaisser la tension dans la région. Donc en fait, donc il viole tout ça. Là, bien entendu, l'État syrien a déposé une plainte violente aussi auprès du Conseil de sécurité, demandant au Conseil de sécurité de faire quelque chose pour faire respecter les règles d'usage et la souveraineté de la Syrie, qui, elle, est membre aussi des Nations Unies. Oui, parce que Damas a protesté vigoureusement, hein. C'est pas la première fois, mais Damas a très clairement envoyé au Conseil de sécurité une missive qui demandait au Conseil de sécurité de condamner ces attaques contre son intégrité territoriale, hein. Que ce soit les Israéliens avec les bombardements, avec ces interventions terroristes, etc. Et puis donc Idlib. Voilà, la Turquie donc et exige un retrait immédiat et sans retard. Donc ceci a été fait, mais aujourd'hui la Russie aussi constate que la Turquie est en train de violer toutes ces obligations toutes ces exigences, voilà, toutes ces obligations. Oui. Voilà. Tout à fait. Alors, il y a quand même le fait que depuis quelques jours, hein, la ville de Damas est soumise à un bombardement des terroristes depuis Jobar et Douma. Hein. Tout à fait. Donc, effectivement, l'armée syrienne, enfin, le peuple syrien, les civils qui habitent la vieille ville reçoivent des missiles vraiment sur la gueule depuis 4 jours. De manière incessante et de manière criminelle, dans les lieux d'habitation, il y a des gens qui ont eu un missile qui est tombé dans leur maison, dans les restaurants, etc. Et donc là-dessus aussi, ce sont donc les hordes terroristes qui sont à Douma, donc qui relèvent de la soi-disant qui dépendent de l'Arabie Saoudite, à Douma, Harasta, Jobar, etc., qui dépendent de l'Arabie Saoudite. Donc, qui s'attaquent à la population civile
et bon, qui résiste de toute manière. Et puis ça, c'est un point. Le deuxième point auquel je voulais revenir aussi, c'est que il est important quand même de voir que la population kurde de la Syrie fait aussi des déclarations affirmant affirmant qu'ils ne font pas partie de cette faction kurde qui se bat contre le pays. Et il y a d'autres partis kurdes qui affirment leur loyauté à l'État syrien et leur participation dans le front patriotique syrien, si on peut dire, ou dans les partis patriotiques syriens qui vont participer à ces dialogues qui sont proposés, ce dialogue national syrien qui est proposé par les Russes. On va y revenir avec les accords d'Astana. Oui. Alors on va continuer malheureusement avec la liste des villes et villages soumis au bombardement des terroristes, hein, comme la ville de Salrab, hein, oui, proche de Hama. Voilà, tout à fait. Donc il y en a beaucoup d'ailleurs. C'est aussi le cas de la ville de Mhardé dans les faubourgs de Hama. Il y a les faubourgs de Msallamiye aussi sur le chemin de Hama à Homs. Malheureusement aussi certains quartiers d'Alep, ils sont aussi soumis à des tirs qui viennent de la partie limitrophe d'Idlib. Bon, c'est assez dingue, hein, mais malgré tout, je peux dire, le peuple syrien résiste et continue à affirmer sa loyauté à l'armée syrienne et au gouvernement syrien et au président syrien qui dirige l'armée syrienne. Voilà. Alors, pour terminer, en quelque sorte, ce descriptif de la situation difficile, hein, pour les civils syriens, des batailles, des villes et villages soumis encore aux terroristes. On a en particulier ce qui se passe avec la soi-disant enquête de l'ONU à propos de la soi-disant attaque chimique contre le village de Ran Sheroun, qui, je le rappelle, est un village qui se trouve dans le gouvernorat d'Idlib. Donc ça veut dire en fait en plein milieu du fief terroriste du front Al-Nusra. Oui. En fait, moi je mettrais plutôt ce sujet dans l'écho, ou je dirais la manière dont les instances internationales falsifient et transforment les faits concernant cette guerre en Syrie, puisque c'est un rapport de l'ONU qui vient d'être publié, qui raconte des choses et qui met qui estime que c'est l'État syrien qui a bombardé ou qui a fait des bombardements de gaz toxiques à Khan Sheikhoun. Là-dessus, bien entendu, les faits ont été flagrants. Ce sont des faits qui montrent que ça a été une mise en scène totale, jouée par les casques blancs. D'ailleurs, ce sont des faits qui ont été relatés par en plus de la Syrie, ont été relatés aussi avec des images de satellites à l'appui par le ministre des Affaires étrangères russe et leurs représentants à l'ONU, qui montrait à quel point il y avait mensonge et falsification des faits, puisque
la trajectoire évoquée par les Américains ne permettait pas, enfin par rapport aux avions syriens, Oui. ne pouvait absolument pas permettre aux avions syriens de bombarder, Oui. que les choses ont été filmées, les preuves ont été filmées dans un pays voisin, que les gars qui avaient montré qu'ils étaient morts, c'était des gens des casques blancs qui étaient couchés dans une fosse qui a été dans un trou qui a été créé dans l'asphalte, et que par la suite, quand ils se sont relevés, ils ont versé du sarin dedans, que comment dire, ce qui a été prélevé, les prélèvements qui ont été faits, ils n'ont pas été faits au moment qu'ils ont été faits de manière complètement ailleurs aussi. Et puis de toute façon, et ça, ce qui est plus important aussi, peut-être, c'est que aucun enquêteur de l'ONU, comme de l'OIAC, qui est l'organisme d'interdiction des armes chimiques, n'a envoyé de qui que ce soit sur le terrain. Donc ils ont fait confiance à des gens sur place. Que ce rapport est produit par une commission qui n'est absolument pas spécialisée, et que la commission spécialisée qui a été demandée par la Syrie et par la Russie n'a jamais pu intervenir, et n'est jamais venu en Syrie, et n'a jamais eu un ordre de mission pour venir enquêter réellement sur place et enquêter réellement avec la population. Donc tout ceci, ça a été un montage et une falsification de faits, ce qui fait que de toute façon, de manière très regrettable, l'ONU et cette commission d'enquête sur la Syrie de l'ONU se range aux positions américaines et israéliennes pour accuser l'État syrien de faits qui ont été falsifiés et qui sont complètement faux. Oui. Et voilà. Et les Russes se mettent de la partie. Qui est vraiment très très important, et qu'il est important de souligner que point par point, oui. Ce rapport de la commission d'enquête sur la Syrie de l'ONU est un rapport complètement falsificateur, et qui n'est pas fait par les experts, oui. Et que ce n'est absolument pas le rôle de cette commission d'enquête de faire ce type de rapport, puisque la commission spécialisée, qui est la commission de l'interdiction, en fait, du groupe de l'AOIC, interdiction qui vise à interdire les armes, à vérifier l'interdiction des armes chimiques et la non-présence des armes chimiques, elle n'a jamais eu de commission d'enquête qui était allée à Khanchou. Puisqu'il n'y a jamais eu approbation. Il y a eu même un veto américain, si mon souvenir est bon, contre l'envoi de cette commission. Mais ce qui est spectaculaire dans cette affaire aussi, c'est la réaction russe. Oui, voilà. Les Américains étaient contre. D'accord, oui. Ils ont tout fait pour empêcher l'envoi d'une commission d'enquête sur place, tout à fait. Les pays occidentaux étaient contre, oui, tout à fait. Alors, ce qui était spectaculaire dans cette affaire, tout récemment, ça date d'hier ou d'avant-hier, sauf erreur, les Russes sont intervenus en disant déjà que eux considéraient que c'était pas possible que ce soit passé avec un avion syrien, puisque leur propre enquête a déterminé qu'il n'y avait pas que les avions syriens étaient trop loin pour avoir lancé un tel objet à cet endroit-là. Premièrement. Deuxièmement, ils considèrent que ce rapport est fait d'une manière non professionnelle et donc amateur. Ce qui en dit très long quand même, puisque là, on n'est plus dans les Russes essayent de savoir qui dit la vérité, mais le fruit de leur propre recherche a démontré que le rapport en question était totalement biaisé, totalement orienté et politique. C'est le qualificatif qu'ils utilisent souvent quand les Américains essayent d'instrumentaliser ce genre de choses pour obtenir un avantage stratégique, disons.
tout Puisque à par fait. définition, si les Américains arrivent à convaincre une grande partie du monde que le gouvernement syrien a utilisé le chimique, ça peut justifier une intervention militaire générale contre le pays, par exemple, comme en 2013, hein, le 31 août 2013, qui a failli se terminer déjà en Troisième Guerre mondiale, hein, puisque le Tout François à, Hollande était prêt à frapper la Syrie avec ses propres avions. Hein, voilà. mm, tout à fait. Donc, voilà. Alors, à moins que vous ayez d'autres choses à nous dire, Essar, peut-être on va parler de choses un petit peu plus positives. Un petit peu plus positives parce que ben, la Syrie a de l'avenir, hein, bien sûr, et que les Voilà. choses vont de mieux en mieux. Euh, mais vous vouliez faire une parenthèse sur Astana 7 qui vient de se Absolument, terminer. il vient de se terminer. Donc, Astana 7, d'abord, a reconfirmé quand même la référence à la décision 2254 de l'ONU, qui stipule l'unité du territoire et l'unité du peuple syrien, la laïcité de la Syrie, et puis surtout en fait, l'unicité en fait de la Syrie et donc Son aussi bien intégrité. de sa population que de son territoire. Donc pas de séparation, et pas de, de création, De si on peut division, oui. dire, pas de division sur des bases ethniques, confessionnelles, etc. Ça, c'est un premier point. Dans cette réunion aussi, il y a eu dénonciation du rôle par la Syrie, dénonciation du rôle de la Turquie qui a violé en fait donc le territoire syrien et qui a complètement n'a pas du tout appliqué le rôle qui était stipulé donc par les décisions de Astana 6 hein, et qu'ils ont au contraire créé un état de fait d'agression contre la Syrie, donc exigeant que la Turquie se retire immédiatement. Tous les pays de la région, enfin tous les pays participants à cet Astana 7 ont décidé aussi toujours que ce sera une solution politique de la Syrie pour la Syrie, qu'on continue à faire le maximum pour que les zones d'abaissement de tension soient effectivement des zones d'abaissement de tension. Donc, Oui. Arrêter le terrorisme, arrêter l'alimentation des terroristes, aussi bien l'alimentation donc en armes, en combattants et en financement. Ce qui n'est pas encore le cas ni de la Turquie, ni de l'Arabie saoudite, ni de la Jordanie totalement, alors que la Jordanie cherche à demander à la Syrie d'ouvrir le passage d'Ansib, en fait, qui permet à la fois aux vivres et aux produits commerciaux de passer de la Syrie à la Jordanie, puisque la Jordanie s'auto-étrangle aussi en faisant ce soutien aux terroristes et au passage des terroristes Bah en oui. Syrie. Là aussi, et donc c'est surtout on continue à affirmer et à confirmer les zones d'abaissement de tension. On continue il va y avoir donc un déploiement de sorte des forces de contrôle ou de commissions de contrôle en fait russes et iraniennes dans les zones d'abaissement de tension pour constater les violations et essayer de trouver les solutions pour que ces violations s'arrêtent donc et puis dernier point donc la Russie à l'issue de Astana 7
propose la création, en fait, la mise en place d'un forum, on peut dire, ou d'une réunion qui pourrait avoir lieu à Sochi de dialogue entre les forces syriennes, l'ensemble des forces nationales syriennes. Donc voilà. Et aujourd'hui, c'est issu du projet de base de la résolution numéro 2254, vous m'avez dit, c'est ça? voilà, tout à fait, tout à fait. Mais bon, donc se basant là-dessus, et aujourd'hui, donc cette volonté dans l'affirmation d'un Genève, d'un proche Genève 7 aussi, ou 8, je ne sais plus, d'une réunion de Genève. Donc, de Mistura va appeler bientôt à une réunion Genève pour la solution politique. Et puis, Astana 8, où la prochaine réunion Astana est prévue pour début décembre. Pour décembre. Mais, au mois de décembre. Donc, avant de vous laisser terminer ça, les événements se succèdent, je peux dire, dans ce sens. Aujourd'hui, l'État syrien affirme que seules les forces patriotiques qui n'ont pas pris les armes contre l'État participeront à ce grand dialogue national syrien. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais ce que vous avez oublié de dire, que vous m'avez dit hors ligne, hein, Oui. c'est que ce projet donc d'organiser un congrès de dialogue national syrien à Sochi avait été proposé par Bachar el-Assad en 2011. Tout à fait, tout à fait. Alors, le projet de dialogue national a été proposé par Bachar el-Assad en avril 2011 déjà. En juin 2011, il a commencé. Il y a eu un début de concertation nationale qui était dirigée par Farouk Shara, qui était à l'époque en fait vice-président syrien. Il y a eu d'ailleurs plusieurs réunions et il n'y a pas eu de suite parce que tous ceux qui prétendaient être dans l'opposition, enfin certains de ceux qui prétendaient être dans l'opposition, notamment l'opposition de Riyad, d'Istanbul, etc., ont dit, nous, on n'est pas là pour négocier avec le pouvoir, et là, ils se sont réfugiés contre le slogan « Assad doit partir ». Donc, et que c'était une condition préalable aux discussions, aux débats. Donc, on revient là aujourd'hui avec une réalité de terrain qui est complètement différente, donc où non seulement il y a une réalité militaire, le président Assad contrôle par son armée et le gouvernement contrôle plus de 95% du territoire syrien. Que les terroristes ont été non seulement démantelés, mais surtout démasqués. La population a bien vu qui étaient ces soi-disant révolutionnaires démocrates, qui n'étaient rien d'autre que des mercenaires vendus à l'étranger et qui continuent, donc qui voulaient prendre tout simplement le pouvoir. D'ailleurs, les premières réunions de Genève ont été très évocatrices et très significatives à ce titre, puisqu'ils ne voulaient que prendre le pouvoir. Donc on veut un état de transition, que le président Assad s'en aille, et puis donnez-nous le pouvoir et on verra après. Mais d'ailleurs, les accords les réunions de Genève ne faisaient que ça, finalement, d'une manière ou d'une autre, d'imposer à la Syrie des gens qui étaient syriens d'origine, mais qui n'avaient, pour certains, pas été en Syrie depuis des années, voire des dizaines d'années. Oui, mais pas seulement ça, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas été en Syrie depuis des années, mais qui tiennent à cœur aussi le pays, mais ceux-là, ils étaient effectivement ils voulaient le pouvoir, mais pour le pratiquer, pour le bien et pour les intérêts des Américains, des sionistes et des Anglais, etc.
puisque les premières déclarations de cette soi-disant coalition syrienne, nationale syrienne, c'était nous allons rompre toutes nos relations avec l'Iran, nous allons traiter avec... nous ne demanderons jamais le Golan que par des discussions pacifiques avec Israël, nous reconnaîtrons l'État d'Israël, nous allons rompre toutes nos relations avec la résistance palestinienne, avec la résistance libanaise. Nous donnerons à Qatar toutes les possibilités d'exploiter le gaz syrien. Nous donnerons à Qatar la possibilité de faire passer ces gazoducs à travers la Syrie, etc. Enfin, c'était une série d'engagements qu'ils ont signés tout de suite. Il y avait 13 points. Plus des déclarations. Plus des déclarations qui demandaient l'intervention militaire d'Israël contre la Syrie. Exactement. Et puis même d'ailleurs, c'est certains de ces dirigeants, comme Al-Labouani, il est allé plusieurs fois, le fameux chef de l'armée syrienne dite libre, Mohamed al-Masri, Fahd al-Masri, il est allé en Israël demander l'intervention militaire d'Israël en Syrie, proposant une exploitation conjointe du Golan avec eux pour le tourisme, enfin des trucs absolument incroyables, mais que n'importe quel Syrien refuse, en fait, je veux dire, n'importe quelle personne qui aurait même 10% de patriotisme refuserait. Donc voilà, bon, ils se sont bien démasqués et aujourd'hui la population les rejette et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle ils n'osent pas venir en Syrie parce qu'ils seront lynchés par la population, ces gens. Pas tous, je ne peux pas dire tous parce qu'il y a parmi eux certains qui sont peut-être patriotiques, hein, mais la plupart de ces gens-là sont comme ça. Voilà. Donc voilà, ça c'est donc il y a un Astana 8 qui se profile à l'horizon avec cette réunion à Sochi de dialogue. Enfin, c'est une proposition qui va se confirmer, dont les contours vont se définir aussi au fur et à mesure, etc. Voilà. Alors Essar, il nous reste une petite douzaine de minutes, donc on va évoquer quand même des choses, des sujets plus légers. Hein. Oui, avant d'aborder ces sujets et puis la conclusion, il faut rappeler quand même la libération, c'est ce que vous disiez, hein, libération de plusieurs villages à l'est de Homs et au nord-est de Hama, avec la découverte, encore une fois, de stocks d'armes consistants, hein, d'armes et de munitions. De stocks d'armes, de munitions, de produits chimiques qui servent à faire des armes chimiques, et surtout de stocks de céréales qui ont été aussi volés à la population. Ça, c'est tout à fait vrai. Donc, et des armes israéliennes aussi. Donc, ça montre aussi la connivence avec Israël et puis même sur le terrain. Alors là-dessus, je voudrais aussi ajouter un point important, c'est que la vie revient, pour passer donc à la rubrique suivante. C'est ça. La vie revient à la Syrie. L'État syrien appelle tous les réfugiés à revenir en Syrie. La reconstruction ou la construction de la Syrie de demain a commencé. La Syrie a besoin de tous ses enfants. D'ailleurs, le président Assad le dit. La Syrie a besoin de tous ses enfants pour se reconstruire et pour participer à son nouvel essor. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, à chaque fois qu'il y a un quartier ou une ville libérée, les équipes de la ville, elles y entrent, elles travaillent nuit et jour. D'abord, il y a les équipes de déminage, comme bien entendu, puisque ces salopards de Daesh, ils plantent des milliers de mines avant de quitter les lieux. Oui.
Des équipes de déminage pour la sécurité des gens d'un côté, de l'autre côté, tout de suite après, les équipes de réhabilitation de l'infrastructure qui rentrent donc pour rétablir les réseaux de distribution d'eau, les réseaux des égouts, les réseaux d'électricité, etc. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, le courant électrique est revenu à la ville d'Alep. Ça, c'est quelque chose de fantastique. Hein. Pour une partie à Deir Zor, et j'espère que ça va arriver bientôt pour toute la ville de Deir Zor, à Homs et Hama aussi, et aussi à Damas, nous n'avons plus de coupure d'électricité, nous avons de l'électricité 24 heures sur 24, ce qui nous permet de dire c'est une différence très importante et très qualitative importante par rapport à ce qu'on vivait l'année dernière, à la même époque d'ailleurs. Oui. Vous vous rappelez? Ah bah oui, la coupure d'eau pendant 40 jours. L'eau, l'électricité, on crevait de froid, etc. Donc, tout à fait. D'abord, tout commence par l'amélioration des conditions de vie et puis le retour de la population, enfin le retour des gens dans leur quartier pour constater à la fois les dégâts et les nécessités de reconstruction, etc. Et la reconstruction commence, la construction des biens commence à pied d'œuvre. Donc toute la Syrie aujourd'hui est à pied d'œuvre pour se construire et pour construire la Syrie de demain. Bien entendu, je n'ai pas parlé de la rentrée scolaire où des millions d'enfants sont rentrés à l'école déjà le mois dernier. Oui. Dès le mois de septembre, on a omis d'en parler, mais c'est quand même un événement important. Là aussi, c'est un défi important, puisque à l'ombre de la destruction de toutes ces villes et de toutes ces écoles qui ont été les premières candidates à la destruction, malheureusement, donc l'État fait tout son possible pour pouvoir loger l'ensemble des enfants qui sont là, et puis surtout de lutter contre les enfants qui fuient l'école ou qui ne sont pas dans l'école, dont les familles ont été tuées, et donc les enfants qui sont devenus orphelins et un peu presque des enfants de rue. Donc là, il y a un travail et un effort très important visant les enfants de rue pour les reprendre et leur faire vivre une vie d'enfant, c'est-à-dire dans des institutions, c'est comme SOS d'enfants, etc., où ils vivent dans des institutions qui ressemblent à leur famille et ils arrivent à aller à l'école et à vivre normalement une vie d'enfant. Dernier point, je peux parler aussi des créations artistiques qui continuent, puisque pas seulement artistiques, mais aussi sportives. Un effort spécial est porté justement au sport. La Syrie a participé et a failli gagner en fait pour la participation au mondial de l'année 2018 en Russie. Au football, oui, tout à fait. Donc, elle est arrivée à égalité avec l'Iran et puis avec l'Australie. Il y a eu 2 matchs que le premier était à égalité. Le deuxième, malheureusement, la Syrie l'a perdu, ce qui a fait qu'elle n'a pas été choisie pour participer. Mais elle n'a pas démérité, puisque le but de la victoire australienne était à la toute fin du match. Hein. Et puis l'arbitrage a été très tergiversé. En fait, je crois qu'il y a eu pas mal de discussions autour de cet arbitrage. Moi, je veux pas revenir dessus, mais de toute façon, l'équipe de foot a déjà très très bien joué.
Et bon, la Syrie a emporté quand même une médaille d'or dans la natation des femmes, dans les ASEAN en fait, dans les tournois asiatiques. Il y a un effort donc très très important qui se fait et je crois que les Syriens du fond de leur souffrance veulent arriver à décrocher à la fois des médailles et des prix et des films qui ont eu des prix dans le monde, des créations artistiques aussi, des chanteurs d'opéra, l'équipe, la dernière fois, on avait parlé de la troupe syrienne, enfin de musique en fait, c'est pas comment on appelle, c'est les qui font le chant, la musique de chambre classique, hein, ils ont Oui. participé au festival d'Algérie, pas d'Alger, festival musical de musique classique en Algérie. Donc il y a une activité débordante. À Damas, on a eu des grands événements aussi artistiques et patriotiques en fait qui montrent de grandes associations toujours destinées à l'aide à la fois des blessés de guerre, des ouvriers, des ouvriers qui sont d'électricité, des ouvriers en fait, de nettoyage de la ville, etc. Donc à tous ces victimes et martyrs ouvriers qui sont morts au travail pour défendre le bien-être de la population en temps de guerre. Donc toutes ces activités sont toujours très présentes, toutes ces créations artistiques au niveau du théâtre, au niveau du cinéma, au niveau de la danse et du chant patriotique, voire populaire, hein, pas seulement patriotique, et voir aussi des chants et des danses classiques, hein, et des symphonies, etc. Toute cette activité est très présente. Il y a tous les jours à l'opéra des choses qui sont faites, pas seulement à l'opéra de Damas. Moi, je suis allée accompagner un groupe de collègues français, enfin d'amis, de Français qui sont venus en visite de solidarité avec la Syrie. Je les ai accompagnés, on est allé à Mhardé, on est allé à Homs, à Tartous, on a rendu visite à certains blessés et à des familles aussi de martyrs. À la ville de Mhardé, qui est une toute petite ville de 25 000 habitants, nous avons assisté à un spectacle absolument fabuleux de musique et de chant, etc., avec une troupe musicale du conservatoire de Mhardé qui était absolument d'un niveau vraiment mondial, je peux dire. Et ça m'a fait chaud au cœur. Je pensais que c'était seulement à Damas, mais alors dans cette petite ville de Mhardé, qui est un village à côté de Hama, la qualité du travail artistique et la qualité de la présence et de l'intervention, du choix des poésies et de la réalisation, c'était quelque chose d'absolument merveilleux. Sachant que cette ville de Mhardé reçoit des missiles aussi sur la gueule tous les jours, y compris hier, il y avait des missiles. Nous avons visité une école maternelle où les enfants nous ont fait un accueil mais absolument fantastique. Et puis nous sommes allés voir aussi comment ces enfants étaient dans la cave. Ils ont transformé la cave de l'école en refuge pratiquement au moment des missiles. Et puis ils se réunissent dans cette cave, ils chantent, ils dansent. Ce qui a fait que les moments
de risques ont été transformés en moments de solidarité, de connivence et de joie. Donc, et j'ai été très, très touchée par tout ça et j'ai trouvé ça vraiment magnifique, comment la population résiste et lutte contre le terrorisme, alors que les terroristes étaient à 200 mètres, à 200, 300 mètres de cette ville de Mhardé. Donc, nous y étions et c'était... je crois que bientôt, d'ailleurs, les vidéos de cette visite vont apparaître. Je fais un petit coucou et un petit salut à notre ami Franck qui va bientôt mettre en ligne ces vidéos. On en fera, Voilà. on en fera un lien, hein. On mettra Oui, ça dans la description, absolument. dans le prochain site, dans l'un des prochains sites rep, on mettra le lien pour voir cette vidéo ou ces vidéos, Absolument. hein. Ces vidéos, parce que je crois qu'il y en a pléthore, parce qu'il a eu je ne sais pas combien de dizaines d'heures de rush, je crois, voire des centaines d'heures de rush. D'accord, Donc, il y a de quoi faire, quoi. d'accord. Voilà. Donc, sur ce, je peux terminer et Oui, puis souhaiter à tout le monde un excellent mois de novembre. Bientôt les fêtes. En fait, c'était hier Halloween. oui. Euh, et donc, je ne sais pas si ce ne sont pas les traditions ni syriennes et encore moins françaises, Non, c'est vrai, mais oui. c'est en train de se propager puisque les Américains ont l'air de propager aussi leurs fêtes et leurs Oui, festoiements à la jeunesse de ce monde. oui. À travers les McDo et les Coca-Cola, et ben, Et on le a aussi cinéma d'Hollywood aussi, oui. Oui, voilà. Et bon, mais par contre, moi, ce que je voudrais dire, c'est que soyons quand même très critiques par rapport à tout ça, et soyons critiques aussi par rapport au cinéma américain oui, qui oui, oui. aussi propage violence et Ça fait partie de la propagande, hein. Ça fait partie absolument, c'est un outil de manipulation et de propagande, hein. C'est très clair, oui. Oui, tout à fait, et de banalisation de la violence oui, surtout. oui, 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 Et ça fait mal au cœur de voir cette banalisation de la violence auprès de la jeunesse, en fait. oui, oui. Donc, ça fait partie, c'est un instrument comment dire, de, de destruction Oui, de l'humanité, oui, honnêtement. oui. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, Essar, merci de ce site rep. Et d'autant plus que vous souffrez du genou, donc même la station immobile assise, hein, est pénible. Donc Oui, vous faisiez déjà un effort habituellement pour nos sites rep et aujourd'hui vous avez monté d'un cran, hein. Vous êtes monté d'un oui, cran dans cet effort. Donc je vous remercie chaleureusement de nous avoir accordé cet entretien, ce long entretien tous les 15 jours, hein, oui. qui nous donne C'est cet moi après. qui vous remercie, Tom, vraiment. Et je remercie tous nos auditeurs, en fait, qui prennent aussi la patience d'écouter cette heure de vérité, je peux dire, que je donne un peu toutes les 2 semaines. Je trouve que c'est peu par rapport à ce que je dois au peuple, hein, et à la liberté et à la vérité. Mais bon, tous nos efforts convergent et je demande à tout le monde effectivement de diffuser au maximum ces vérités pour savoir réellement ce qui se passe. Voilà. Très bien, merci encore une fois Essar. À très bientôt, dans 15 jours, pour un nouveau site rep, le 29e. À très bientôt, Tom. Merci Merci, beaucoup. bonne soirée. Au Et à revoir. très bientôt à tous nos auditeurs. Au revoir. Merci, au revoir.